Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous accueillir. Donc, on va bientôt commencer pour ce webinaire sur la thématique de la santé des salariés au travail. Donc, on va, en attendant que voilà le reste des personnes se connectent, ce que je peux vous proposer, c'est une petite activité, c'est tout simplement de pouvoir répondre à ce sondage. Donc, je vais publier un petit sondage très simple. Vous allez voir, il y a un choix à faire. Vous devez avoir ça qui s'affiche. Une question sur comment vous voyez l'évolution de la thématique de qualité de vie au travail depuis la crise Covid que l'on a tous vécu personnellement en tant qu'organisation. Voilà, donc n'hésitez pas à bien à participer, partager vos retours. Et puis, bien entendu, pendant le fil de notre webinaire avec Damien, on partagera ces résultats. Très bien, il est 11h46. Je vous propose de commencer tous ensemble. Donc, bonjour Damien, content de t'avoir avec moi. Bonjour David, ravi d'échanger avec toi et tous les participants aujourd'hui. Mais oui, en plus, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis déjà quelques temps et n'étant pas, on va dire, un spécialiste de ça, j'avais besoin d'avoir quelqu'un pour aborder cette thématique-là et des fois, on trouve juste à côté, hein, comme on dit, puisqu'on partage des bureaux ensemble. Et donc, Damien, voilà, je suis content pour ces deux raisons d'inviter un voisin et un spécialiste sur cette thématique d'aujourd'hui qui est de savoir si et comment la santé des salariés au travail a évolué et pourquoi et comment elle doit être prise en compte. Donc on va prendre vraiment ce sujet qui peut être presque philosophique de manière assez concrète aussi. Et donc je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on va très rapidement se présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Damien. Avec grand plaisir. Donc, je suis David Yochot, directeur général de ZesMeUp. Et ZesMeUp est une société qui s'est créée il y a 5 ans, qui a la chance de réunir 30 talents, plus de 150 clients, avec des tailles, des secteurs d'activité très différents. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces belles entreprises, ces organisations? Eh bien, on leur propose d'accélérer finalement l'amélioration de l'épanouissement et de la performance dans leur organisation, dans leur entreprise, grâce au digital. On est éditeur d'une solution, d'une suite qui permet par mobile, par le web, eh bien, de pouvoir augmenter les interactions, le diagnostic, la meilleure compréhension des collaborateurs. C'est pour ça qu'on s'appelle une plateforme pour les personnes et le business. Et donc, ça s'appelle People and Business Success Platform. Et donc, on est très content de le faire avec ces différents organisations, secteurs. Et on voit que c'est une problématique globale parce qu'au final, on n'est pas des robots, on est des êtres humains dans des organisations et c'est important qu'on prenne en compte ce que l'on a à dire, ce que l'on pense et puis de faciliter l'interaction et notamment par rapport à leurs relations de managériales. Voilà. Et je te propose, Damien, de présenter Goldmap rapidement aussi. Ouais, merci David. Donc effectivement, je suis Damien Catani, le fondateur de Goldmap, une jeune entreprise qui accompagne les plus grandes entreprises sur les problématiques de prévention santé. Donc c'est la qualité de vie au travail, mais sous l'angle de la santé physique et mentale des salariés, avec donc une approche qui va être figitale, et on va en parler de ces modèles figitaux, c'est-à-dire qui mixer du distanciel et du présentiel, aussi bien sur la santé physique que mentale, avec une dimension suivie et structurée dans les programmes, de pas faire du one shot, mais d'avoir un flow d'action coordonné, de la formation salariée, formation manager, e-learning, etc. Et on verra que certaines de ces modalités ont pris vraiment tout leur sens à la faveur des événements qu'on vit tous aujourd'hui. Oui, on va le voir effectivement, la santé au travail a évolué dans son intensité peut-être de prise en compte, dans sa nature aussi et dans les domaines d'intervention, même si ce sont des sillons qui ont été creusés
depuis de longues années par beaucoup. Et je sais que en ligne, il y a pas mal de responsables QVT ou SQVT, santé, qualité de vie au travail. Donc voilà, mais pas que. Donc bienvenue à tous et toutes. N'hésitez pas à nous poser des questions au fil de l'eau. Hein, je ferai attention à elles. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, si jamais, voilà, on est pris dans le flot, de toute façon, on a un temps qui est dédié pour pouvoir y répondre. Partagez vos expériences, posez des questions, donnez votre avis. Voilà, il faut que ça soit interactif. Alors, je te propose, Damien, de rentrer dans le vif du sujet. Et souvent, ça commence par revenir un petit peu sur une définition de quoi on parle. Est-ce que parce que souvent, voilà, on a une définition qui peut, alors qui est d'ailleurs une définition qui peut évoluer dans le temps. Est-ce que ce qui serait peut-être intéressant pour tout le monde, c'est rapidement que tu nous expliques un peu comment tu vois ce sujet finalement que tu as, en tant qu'entrepreneur, décidé d'embrasser complètement. Et voilà. Ouais, ben on a vu des fortes évolutions au cours des derniers mois. Si on parle de santé au travail, même déjà l'expression aujourd'hui, elle paraît obsolète. Santé au travail, donc alors que maintenant la plupart des collaborateurs ne sont plus au travail, ils sont en télétravail. Nous, on voit vraiment converger les problématiques de santé au travail, et je dirais plutôt santé du salarié, avec les problématiques de qualité de vie au travail. Donc, on arrive sur une forme de convergence. Avant, on parlait par exemple de prévention santé. Ça avait une acception très juridico-légale, c'est-à-dire voilà de quoi, qu'est-ce que je dois faire à minima en tant qu'entreprise. Je dois faire mon document unique d'évaluation des risques. J'ai dû le mettre à jour pour les risques liés à la Covid, aux risques psychosociaux qui ont émergé dans le contexte. Je dois faire un plan de prévention. Il y a le droit à la déconnexion. Il y a des formations obligatoires, le harcèlement pour les membres du CSE, le travail sur écran, gestes et postures, etc. Et cette approche, je dirais, à minima légale et plutôt réactive, c'est-à-dire on va se contenter de faire l'obligatoire. On s'aperçoit maintenant il y a un changement de perspective et on va au-delà de ça parce que ça a un véritable impact stratégique et on parle d'absentéisme, de productivité, de marque employeur avec donc des ramifications qui vont toucher toutes les dimensions de la vie collective en entreprise. Et si en France on était peut-être plutôt sur le côté obligatoire, et on voyait que peut-être nos voisins au nord, bon pour schématiser, simplifier, le faisaient peut-être plus par conviction individuelle et collective, alors que dans les pays anglo-saxons, c'était par intérêt économique, parce qu'il y a un autre modèle assurantiel. L'entreprise a à sa charge les premiers jours d'absence d'un collaborateur en arrêt maladie, donc une perspective un peu différente. Et on a le sentiment aujourd'hui, ça peut être intéressant de les creuser, mais que ces perspectives, elles évoluent et qu'en France aussi, on n'est plus seulement sur de l'obligatoire, mais on arrive aussi la conviction qui vient des individus, qui commencent à toucher leurs organisations, et on commence à vraiment mesurer, notamment à la faveur de la crise, combien en délaissant la qualité de vie au travail, la santé mentale des salariés, par exemple, on va en payer les pots cassés. Donc il y a vraiment une opportunité aujourd'hui de s'emparer du sujet pour en faire un levier stratégique, d'autant que en tant que ressources humaines, manager, on a l'oreille de son comité de direction, et c'est peut-être ça qui a changé. C'est qu'avant on pouvait faire des choses, mais c'était pas prioritaire et ça allait traîner. Est-ce qu'aujourd'hui il y a peut-être une demande qui vient d'en haut et donc une mobilisation un peu plus globale des acteurs de l'entreprise autour de ces sujets? C'est peut-être une caricature ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, le sentiment que la santé au travail a beaucoup été effectivement quelque part travaillée, et même dans son origine, sur plutôt les postures, les conditions de travail, notamment en usine, sur des sites ou des positions à forte contrainte, et qui étaient, voilà. Et c'est vrai que là-dessus, les cadres, on va dire, tertiaires dans une organisation industrielle ou plus globalement les directions n'étaient pas forcément les premiers concernés. Là, il y a quelque chose qui a changé.
avec ce qui s'est passé dans le paradigme, on va dire, post-Covid. Tout le monde a été touché. C'est-à-dire que par des sujets qui sont liés à la santé au travail, où que soit le lieu de travail. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est justement d'aborder maintenant ce phénomène de conjoncturel en fait qui a été qui date maintenant de plus d'1 an et de voir quelles sont un peu comment tu vois ces conséquences par rapport à cette thématique, à cet enjeu de la santé au travail. Alors peut-être pour préparer ta réponse ou compléter, j'ai les résultats du sondage, donc merci à ceux qui ont répondu, c'est super sympa. Sur la question était comment le sujet de la qualité de vie au travail a-t-il évolué dans votre entreprise avec la crise Covid et ses conséquences. Donc vous êtes 57% à avoir indiqué qu'il était en progression, donc et 33% en augmentation très forte. Donc en gros, on a presque pas loin de 90% des répondants qui parlent d'une augmentation de cette thématique, de la prise en compte de ce sujet dans les organisations du fait de ce qui s'est passé, de ses conséquences avec la Covid-19. Donc là, voilà. Et ça, on l'a tous vécu individuellement, en tant qu'entreprise, en tant que partenaire de ces organisations, de ces entreprises, et vous en première ligne, Goldman. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être d'aborder un peu plus ce point-là. Qu'est-ce que tu as un peu décodé, décrypté sur cette évolution et sur cette importance? Mais avant, on va parler de pourquoi c'était important, quoi qu'il arrive, sans parler de la Covid, de la santé au travail. Je crois que tu en as donné 4, mais c'est des chiffres qui sont quand même hyper impressionnants. Oui, disons qu'il y a une prise de conscience, mais le lien existait déjà. Et après, on va parler comment il a pu se modifier et être mis en évidence par les circonstances actuelles. Mais le lien entre santé du salarié, bien-être physique et mental et performance collective, il est évident. Si on dort 6 heures par nuit, c'est comme de démarrer une journée de travail avec 1 gramme d'alcool par litre de sang. Quand quelqu'un vous dit avec 6 heures par nuit, je suis efficace, je suis opérationnel, tout va bien. En fait, il faut savoir qu'il y a une personne sur 12 000 qui a une mutation d'un gène qui fait qu'elle peut être efficace à 6 heures de sommeil par jour. En général, c'est plutôt qu'on s'est adapté et habitué à un état de sous-performance. Après, de la même manière, tu as parlé d'un sujet très intéressant, David, qui était que dans le secondaire, dans les usines, on était déjà conscient de ce lien, parce qu'il est beaucoup plus évident. Je me blesse, je me tiens mal, je vais être absent pendant 10 jours. Donc là, forcément, on l'avait vu, il était plus clair. Mais il faut pas se leurrer. La pénibilité du travail, en fait, elle s'est transformée. Et en travaillant avec des ordinateurs de chez soi ou au bureau, on n'a pas mis fin à la pénibilité. La sédentarité, par exemple, elle peut doubler le risque de maladies cardiovasculaires. Être assis plus de 6 heures par jour, ce qui nous concerne tous, je pense, pendant plus de 10 ans, ça peut diminuer l'espérance de vie de 7 ans en moyenne si on prend pas certaines mesures préventives qui sont simples à prendre. Le multitasking qu'on a tendance à faire tous, hyper sollicités par les outils digitaux, les notifications, etc., ça va nous mettre en état de sous-performance. On perd 10 points de QI temporairement, je vous rassure. Quand on fait du multitasking, un salarié qui va avoir une activité physique, sportive, va être plus productif, etc. Ces liens, ils préexistaient, mais ils ont été mis en lumière d'une manière, on va dire, exacerbée et spectaculaire par cette crise sanitaire, par la Covid et tout ce qui s'en est suivi. Il y a quelques éléments sur la slide d'après, mais ou peut-être que tu veux rebondir déjà, David. Oui, rebondir là-dessus, et laisser aussi les participants de réagir. Moi, il y a quelque. Alors, les chiffres sont tous basés sur des études scientifiques, et donc après, on peut être dubitatif, se dire oui, mais est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Comme toute étude, il y a des échantillonnages et tout le monde n'est pas touché exactement de la même façon, mais c'est des faits qui sont prouvés par des études.
Moi, c'est cette tertiarisation en fait que j'évoquais tout à l'heure qui me semble intéressant et plus globalement l'évolution du monde. Voilà, on sort du champ de l'usine, on va dire ça comme ça, ou des entrepôts ou des positions qui étaient vraiment physiquement, on va dire, à risque et problématique dans certains cas, à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à appréhender, beaucoup plus diffus, beaucoup plus partagé. Voilà, quand tu parles du multitasking ou avec les notifications, on est tous touchés, même y compris quand on est hors de la vie du travail. Et donc, ça touche globalement la santé, peut-être beaucoup plus. On perd des QI même à la maison, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose que tu as vu que depuis quelque temps évoluer un petit peu, que la SQVT est vraiment sortie de certains postes de travail très très particuliers et quelque part c'est démocratisé à tous les étages et sur tous les métiers. Oui, on l'a vu assez largement. Alors peut-être qu'on est biaisé parce que travaillant sur ce secteur, on va avoir tendance à avoir des entreprises qui nous contactent pour avancer. Mais donc effectivement, on voit quand même que il y a des grosses transformations, notamment à la faveur de la crise. Quand on parle par exemple de santé mentale, avant on disait bon, la santé mentale c'est hors du travail, c'est à la maison, c'est mes problèmes psychologiques, je vais consulter s'il faut. À la rigueur, je mets une ligne d'écoute quand je fais un PSE, mais c'était vraiment la curation et que quand le problème était très grave. Est-ce que maintenant, en fait, on s'est aperçu, on parle de santé mentale en entreprise, ça a été peut-être une des évolutions majeures, et on voit, oui, parce qu'on l'a vécu tous nous-mêmes, l'isolement, la fatigue, le burn-out. On parlait tout à l'heure de déconnexion. Nous, si tu veux, on fait pas mal et c'est des sujets dans lesquels on croit et qu'on a expérimenté personnellement depuis longtemps. Digital detox, ce qu'on appelle nous le zen digital. Peut-être que ça faisait New Age et formation venue de Californie il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est notre formation numéro 1 ou numéro 2. Tous les entreprises veulent sensibiliser les salariés à la déconnexion numérique parce qu'elles s'aperçoivent, notamment en télétravail, qu'on fait plus la différence entre pro et perso et on rentre dans une espèce de continuum d'informations bombardées de l'extérieur et ça soumet dans la durée les salariés à un stress important. Certains acteurs, au début de la crise, on se galvanisait, dire ah ouais ok moi je passe en full remote et c'est une avancée sociale. Et en fait, on s'aperçoit quelques mois après, ben non, on fait un peu machine arrière parce que il y a des nouveaux mots auxquels on est exposé quand on est en télétravail, quand on voit pas ses collègues, quand on peut pas le sourire, avoir un échange informel, physique. Donc effectivement, ouais, la pénibilité s'est transformée et ça a catalysé une prise de conscience qu'on avait l'impression de déjà voir émerger sur ces sujets. Donc c'est un peu dans les thématiques, enfin les sous-thématiques, les sujets où tu as senti qu'il y avait une espèce de réarbitrage ou de repriorisation dans une certaine façon ou émergence forte de thématiques qui étaient un petit peu, on va dire, tu l'as dit, un peu exotiques, perçues comme exotiques dans certains cas, avec des choses qui devenaient vraiment majeur. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense à une entreprise en particulier qui faisait très 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 peu de télétravail, qui était pourtant dans une activité tertiaire, mais c'était absolument pas sa culture. Et pendant le premier confinement déjà, avec l'obligation là vraiment du télétravail, où 100% des collaborateurs se sont mis en télétravail, mais ça a été vécu comme un traumatisme et un nouveau monde, on va dire. Les ordinateurs n'étaient pas prêts, l'accès aux emails n'était pas prêt, on va dire, et donc clairement la prise en compte des conséquences de ça était encore bien loin. Est-ce que c'est le cas dans vos entreprises, à vous qui êtes avec nous, est-ce que les thématiques quelque part de la santé au travail se sont déplacées ou en tout cas ont mis en avant le côté digital de la vie professionnelle digitale par rapport à la vie physique professionnelle qui était souvent le point de départ un peu historique
je me souviens des formations posture sécurité, voilà, ergonomie, qui étaient vraiment les choses assez émergées de l'iceberg, on va dire, de la santé au travail. Est-ce que là, on n'a pas une espèce de partie émergée qui s'est immergée, qui est sortie d'un seul coup avec la Covid? Est-ce que ça se matérialise concrètement chez vous, comme l'évoquait Damien? C'est très intéressant de le savoir, partagez-le et n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que tu vois d'autres choses sur l'urgence qu'a créé cette situation à partager, et cette crise qui dure, enfin, en tout cas ses conséquences encore? Je dirais que effectivement, et puis on va pouvoir parler des évolutions, des formats. Nous, on voit pas mal de formats plus courts. On est dans l'efficacité, c'est devenu sérieux. Il y a un peu moins oui, c'est pas un after work. Ça va être vraiment de la formation. On voit pas mal de formats 20-30 minutes entre midi et deux. Donc du distanciel et des thématiques effectivement qui ont évolué vers des choses psychologiques, la gestion du stress, la résilience, on en parle beaucoup après quelques mois de crise. Le niveau manager qui a vraiment pris tout son sens comme pivot pour garder la cohésion globale quand les salariés sont dispersés. En fait, il a vraiment été mis en lumière le rôle du manager ces derniers temps. Et je dirais pour les entreprises, d'autant plus d'importance de s'en emparer que on est encore, on va dire, en début de phase. Et là, faut en profiter pour faire ancrer ces initiatives dans le temps de manière proactive. Sinon, en fait, là, le sujet est sur la table. On peut plus le cacher. Il est plus tabou. Donc, en fait, les salariés vont le remonter. Et on voit que ça vient du B2C à la base, toutes ces thématiques, la méditation, etc. Et en fait, c'est en train de rentrer au sein des organisations. Mais une organisation qui aujourd'hui le fait de manière sincère et proactive, elle va largement valoriser sa marque employeur, elle va être encore en avance de phase et elle va créer un cercle positif en modifiant sa culture, en la faisant évoluer. Et je pense que si on s'en empare dans 4 ou 5 ans, quand tout le monde l'aura déjà fait, on sera suiveur. Ça a moins d'intérêt, on le fera juste pour plus devenir obsolète. Donc ouais, il y a une belle opportunité d'agir en ce moment. Mais c'est vrai que, nous on l'a mesuré avec tous les baromètres, les enquêtes que l'on a fait, en particulier sur cette période-là, avec tous nos clients. Et il y a eu un phénomène un petit peu. C'était pas un encéphalogramme plat ou une courbe juste descendante par rapport à de la fatigue mentale ou psychologique ou un manque de confiance ou un besoin de lien social. Ça a été quand même très presque montagne russe, on va dire. D'ailleurs, souvent au rythme des annonces gouvernementales, en France en particulier. Bon, après, il y avait des différences par pays, mais c'est quelque chose qui, je pense, qu'il faut qu'on a comme caractéristique, qu'on comprenne effectivement. C'est que ça dure. Donc, il y a un phénomène qui est lié à la distance parcourue. Hein. Voilà, on n'est pas fatigué tout à fait de la même façon quand on court 100 mètres au même rythme quand on court 3, 4, 5, 6 kilomètres. Donc ça, c'est clair qu'il y a un aspect physique, psychologique qui est lié à ce côté marathonesque de la crise. Et la deuxième chose qui me semble vraiment intéressant, c'est que tout le monde y a été touché. Et c'est ce qu'on disait sur les dirigeants, les managers, qui peut-être n'avaient pas forcément cette culture-là ou cette prise en compte, on va dire cet impact direct sur eux de ces thématiques qualité de vie au travail. C'était plutôt effectivement réservé à des positions particulières qu'ils n'exerçaient pas. Et puis le troisième, et c'est le sujet qu'on va évoquer, c'est l'abolition pour une partie, bien entendu, mais une partie très majeure en termes de quantité, enfin pas majeure, pas majoritaire, mais très importante en termes d'évolution, qui est le fait de travailler chez soi. Et ça a été même brutal au départ. Et donc les ajustements, voilà, c'était le passage de la nuit, du jour à la nuit, où on ne sait pas trop en fonction d'espace de travail. Et c'est la thématique qu'on va aborder. Et Stéphanie en parle, en parle un peu dans une des questions. Donc on va justement aborder ça. C'était un peu notre zoom que l'on voulait un petit peu faire avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai que
sous cette forme un peu visuelle de poser la question. La sédentarisation longue durée à la maison, parce que le télétravail, c'est pas seulement à la maison, mais là, ça a été très souvent à la maison, eh bien, ça a été fait dans des situations qui n'étaient pas tout à fait égalitaires. On a parlé beaucoup de l'inégalité de traitement dans cette nouvelle façon ou situation de télétravail à la maison. Et c'est clair que des couples avec enfants, eh bien, n'étaient pas touchés de la même façon qu'un célibataire, voilà, qui pouvait. Donc, par exemple, il y a eu une étude qui a récemment montré que, et ça nous questionne aussi sur un certain nombre de sujets, c'est que les femmes étaient plus, on va dire, reléguées quantitativement à utiliser le salon, et les hommes plus le bureau ou la chambre. Donc il y a cette inégalité dans les sexes, en tout cas quantitativement par rapport à cette étude, était impactée. Donc clairement, il y a quelque chose qui a été très très différencié et très impactant sur ça, et on sait que ça va durer. Pas sur des rythmes à 100%, mais que ça va être un mode hybride. Et c'est intéressant d'en parler avec toi un petit peu sur les différents éléments, parce que dans notre discussion, notre préparation, ce qui m'a frappé, c'est que des fois, c'est des choses, mais hyper simples, hyper concrètes, hyper physiques presque. Et on retrouve la nature très, très matérielle, presque des postures au travail, d'ergonomie. Et ça, j'ai trouvé intéressant. On n'est pas sur le concept ou le soft ou le côté psychologique. On est sur des choses physiques. Raconte-nous. Si on prend plusieurs volets, et si tu veux, on pourra parler aussi du mental après qui est prépondérant. Mais si tu prends le physique, on va pas parler de nutrition, mais ça a eu un impact en fait. Les gens ont privilégié les circuits courts. Il y en a certains qui en ont profité pour cuisiner davantage, etc. Mais si on parle par exemple d'ergonomie, de troubles musculo-squelettiques, là il y a un impact très net qui était de plus avoir le déplacement domicile-travail le matin et le soir, avec un impact physique et mental. Donc moins de mouvement, parfois contraint par les couvre-feux aussi pareil, moins de mouvement, moins d'activité physique, même si certains en ont profité pour faire plus de sport, et notamment pendant le premier confinement, ça a été après plus compliqué avec la fermeture des clubs, des structures associatives. L'ergonomie du poste, on en parlait tout à l'heure, la sédentarité, elle peut avoir un impact négatif sur la santé individuelle et donc sur la performance, le succès collectif. Là, ça a été exacerbé, notamment en premier temps quand on a mis en place le télétravail au pas de course et de manière réactive. Là, les salariés n'avaient pas de deuxième écran, étaient mal assis dans un coin du salon, assis dans le canapé. Il y en avait 4-5% qui travaillaient depuis leur lit. Et ça a quand même pas mal évolué sur les derniers mois. Je dirais que là, il y a eu ça a plutôt, on s'est équipé, ou les entreprises ont équipé. Tout simplement, l'ergonomie du poste, on va essayer d'avoir un endroit dédié au télétravail, si possible, si on a de l'espace pour ça, pour identifier, pour pas mélanger les genres entre pro et perso chez soi, être bien assis, une chaise confortable, tout à 90 degrés, les coudes, les genoux, etc., les pieds à plat ou sur un appui-pied, l'écran à hauteur des yeux, le haut de l'écran à hauteur des yeux. Ça, c'est peut-être un des éléments les plus importants du télétravail, c'est le deuxième écran. Je pense que s'il y avait un investissement à faire pour 80-90 euros, on peut avoir un deuxième écran, et il permet d'avoir une plus grosse police, des plus gros caractères, etc. C'est peut-être une des choses numéro 1 à faire. Et tout simplement aussi il y a le côté équipement, matériel, peut-être des casques pour s'isoler de manière sonore si on télétravaille à plusieurs. Mais il y avait aussi tout concrètement de se lever régulièrement. En fait, je parlais tout à l'heure de l'impact de la sédentarité. On peut perdre jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Bon, c'est énorme si on est assis plus de 10 ans, plus de 6 heures par jour. Mais il faut savoir qu'on peut prévenir l'impact de la sédentarité, et notamment par quelque chose de très très simple qui consiste à se lever toutes les 30-45 minutes. Et là, vous changez de profil. Vous restez assis autant de temps dans la journée, mais vous êtes un breaker au lieu d'être un prolongeur. Et en fait, les études sur les comparaisons profil breaker et prolongeur
en position assise, ben, on montrait que ça avait un impact sur les maladies cardiovasculaires. Le tour de taille était très différent si on était un breaker. Donc moi je vous encourage, et c'est simple comme pratique, c'est toutes les 30-45 minutes, vous avez fini une salle de travail, vous vous levez, vous faites 2-3 étirements, relaxation, de l'automassage, des étirements, des exercices de respiration. Et on a vu que les entreprises étaient de plus en plus sensibles à ça. Et tu parlais d'une boîte à outils qui ressemble un peu à ce qu'on voyait avant plutôt dans le secondaire. Effectivement, nous c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc des boîtes à outils, de vidéos ou de cours à distance en visio pour sensibiliser les salariés et sur des petites pauses, des petits protocoles, 2, 3, 4 minutes pour prévenir les maux liés à la sédentarité. Donc avec notamment meilleure posture, l'ordinateur, le deuxième écran, le clavier et puis les comportements. Donc se lever régulièrement et évidemment aller faire un peu de sport ou marcher en fin de journée. Ça permet beaucoup de salariés nous ont dit en entreprise, c'était leur petit tips pour réintroduire symboliquement la frontière vie pro, vie perso. C'était 30 minutes de marche à pied en fin de journée. Et là, vous faites d'une pierre deux coups pour votre productivité, votre santé physique et votre santé mentale. Et c'est vrai que, c'est ce que dit Jean-Baptiste et ce qu'on a constaté, et ce que pour certains vécu, c'est que il y a une forte inégalité des situations. Donc ça, c'est un état de fait. C'est-à-dire que si on n'a pas de balcon, si on est orienté nord et si on a des enfants et voilà, on ne vit pas les mêmes choses que si on est orienté sud, on a un balcon et on n'a pas d'enfants ou en tout cas des enfants plutôt en grand âge. Alors là, après c'est la bataille de la bande passante pour le haut débit qui se joue, mais c'est pas le même problème. Mais par contre, ce que tu as dit, c'est que il y a un vrai potentiel de choses très simples. Même dans ces situations difficiles, on peut soi-même quelque part faire améliorer de manière incrémentale et significative quand même sa santé, sa posture, sa santé au travail avec ce que tu évoquais, casser cette sédentarisation prolongée pendant la journée de travail, pouvoir éventuellement trouver des moments où on peut un petit peu plus s'isoler. Voilà. Moi, j'avais fait un principe, c'était de changer de pièce à un moment donné où avec ma femme, on intervertissait les endroits juste pour pouvoir effectivement changer. Et puis j'ai acheté un bureau debout, électrique, et là ça a changé ma vie. Et entre guillemets, en tout cas en situation de télétravail. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai que un certain nombre de choses, tu parlais de l'implication des entreprises, et voilà, il y a des choses qu'on peut faire tout simplement par soi, pour soi. Et puis, il y a des choses qui sont encouragées. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec l'adjointe à la DRH Group d'une grosse société qui disait l'un de mes sujets clés là en ce moment, c'est le rééquipement en chaise, en fauteuil ergonomique de tous les collaborateurs qui sont en télétravail. C'était une discussion qu'on n'aurait jamais eue avec ce niveau de responsabilité il y a encore quelques mois même. Je vous parle pas de quelques années. Damien, est-ce que tu vois dans la façon dont les entreprises investissent ce champ, tu vois, travaillent ça, proposent des choses. Est-ce que tu vois des choses qui sont significatives en termes de bonnes pratiques ou de différences? Alors, bien entendu, tu as un prisme, c'est plutôt des gens qui investissent, entre guillemets, ce sujet-là, qui vont te voir. Mais du coup, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses intéressantes par rapport à ça? Mais moi, ce que je voyais, c'était notamment fournir le deuxième écran. Ça a été peut-être la première action et qui a eu le plus d'impact. Il y avait les problématiques de fauteuil, effectivement. Alors le fauteuil, est-ce que tout le monde a de la place pour un fauteuil ergonomique? Donc moi j'ai vu pas mal. Le fauteuil, c'était à la demande si on l'exprimait parce qu'on avait des soucis. Parfois ça peut être un petit Swiss ball, là, vous savez, ces ballons gonflables que vous mettez chez vous qui en fait on a les abdominaux engagés, c'est pas du tout la même posture, elle est plus active et on peut être assis de temps en temps pendant un quart d'heure sur un Swiss ball pendant la journée, ça fait du bien.
travailler debout, si on n'a pas un bureau debout, peut-être qu'on peut poser l'ordinateur sur un support un peu plus élevé, ou même prendre ses appels debout. Là, ok, quand je fais des appels, je les fais debout. Et en fait, il y a des petites choses, comme tu disais, à la fois les organisations bougent, mais on doit aussi s'en emparer nous-mêmes, parce que c'est de notre santé dont il s'agit. Et je pense qu'en fait, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels une petite sensibilisation de la part des entreprises ou les entreprises qui vont inviter des experts sur ces sujets de sédentarité, de sommeil, de gestion du stress, ça peut vraiment créer une prise de conscience. On sait tous qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Il y a eu des grandes politiques de santé publique sur ces sujets, de la nutrition, le tabac, etc. Et maintenant, il y a des nouveaux sujets que sont notamment le sommeil, la santé mentale, la déconnexion numérique, la sédentarité, qui vont devenir vraiment des sujets de société. Et l'entreprise, elle peut avoir un rôle central et catalyseur en donnant accès et en faisant progresser, en accélérant la prise de conscience sur ces sujets. Alors, un des sujets qui fait un peu débat, et en particulier là dans le canal, c'est effectivement dans ce cas du travail à la maison, c'est la différence entre le lieu professionnel et le lieu privé. Qui est très compliqué quand on est en mètres carrés limité, on va dire. Et ça, c'est des choses qui, bien entendu, sont très difficiles à faire évoluer. Donc, bien entendu, on parle là d'évolutions qui vont aller vers un télétravail choisi. Là, on a beaucoup été dans du télétravail contraint. Et la question qui se pose dès maintenant, c'est ce télétravail choisi, de le préparer. Parce que on a bien entendu l'inconvénient de la distanciation entre guillemets physique entre le bureau, monde professionnel et la maison, vie personnelle, qui explose. Et elle explosait déjà par à-coups, notamment à cause du digital, avec ce côté emailing, ce droit à la déconnexion que tu évoquais, Damien. Et donc c'est quelque chose qui quelque part est multidimension maintenant et peut avoir des impacts très très significatifs si on n'y prend pas garde. Donc c'est un sujet vraiment important et sur lequel il faut pouvoir agir sous la contrainte parfois, c'est vrai. Et on a vu qu'il n'y a pas de solution miracle, mais c'est un ensemble, par exemple, de petites solutions qui peuvent être faites déjà chez soi, que l'entreprise peut privilégier, aider, éventuellement financer, dans certains cas, bien entendu. Et ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, ça devient un choix d'entreprise important. Et puis, il y a des choses qui ne coûtent rien pour l'entreprise. On a parlé de la Zoom fatigue, de la réunionnite virtuelle qui était encore plus forte en termes de quelque part de maladies, d'info-obésité, de dire puisqu'on on est à distance, faut qu'on se réunisse encore plus. Eh bien non. Tous les travaux et tous les retours d'expérience de ceux qui ont vraiment maîtrisé au mieux l'exercice du télétravail sur la durée, parfois de manière totale et définitive, eh bien il y avait ce respect, même cette limitation, je dirais, des temps synchrones, des temps où on est tous ensemble, et pour privilégier, en tout cas préserver, sanctuariser des temps où on est asynchrone, donc on collabore, mais en mode asynchrone, ou des temps pour soi. Et donc ça, c'est vraiment cette éducation, entre guillemets, cette amélioration de la manière de gérer les choses. Les comportements déviants au bureau, eh bien, ont parfois été démultipliés par la peur de manquer, la peur de ne pas y être, ou par simplement le stress aussi et le micro-contrôle. Donc on a vraiment pas mal de palettes de choses, comme tu l'as dit, qui vont toucher pas uniquement la partie physique de l'organisation et personnelle, mais qui peuvent être du côté mental. Et tu l'as évoqué, le stress a été un des éléments très très importants, surtout sur la durée. Ouais, la porosité entre vie pro, vie privée. Alors en fait, c'est un peu ambigu parce qu'il y a des gains de temps dus à la réduction des temps passés dans les transports qui permettent d'avoir un meilleur équilibre, et en même temps, cet équilibre il devient de plus en plus ténu. Il y a ce qu'on appelle le blurring ou le floutage de la frontière entre pro et privé, à laquelle il faut faire attention au niveau des entreprises, mais aussi individuellement, parce que c'est parfois nous-mêmes qui sommes sur notre téléphone, qui regardons le mail pro au lieu tu parlais de l'espace, mais aussi
d'avoir une discipline personnelle, de séparer les espaces, de séparer les temps aussi, de savoir à quelle heure on commence sa journée, de réintroduire de manière symbolique un petit rituel pour démarrer la journée de travail et pour sortir de la journée de travail, pour pas être dans un continuum qui va créer du stress, de la fatigue sur le long terme. Ouais, enfin, c'est juste. Enfin, personnellement, j'ai 3/4 d'heure de transport si je vais au bureau. Voilà. Donc ça fait 1 heure et demie par jour. Ça fait presque une journée entière par semaine. Et donc c'est énorme et c'est un formidable, on va dire, réservoir à faire des choses personnelles d'abord et pourquoi pas professionnelles si j'en fais un choix et si je le fais de manière limitée. Et donc je pense que il faut aborder ces sujets-là de manière très claire, très ouverte, très pragmatique, très à l'anglo-saxonne. Enfin, il n'y a pas de politique, on va dire. C'est just a fact. C'est ok. On a 1 heure et demie de plus ou 1 heure de plus par jour. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est au bénéfice de l'entreprise? A priori, non. Enfin, voilà. Est-ce que c'est plutôt au bénéfice de l'employé? Certainement. Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'on peut lui proposer, je sais pas, des séances de gymnastique, voilà, avec des contenus digitaux qu'on promeut, par exemple, pour qu'il utilise à titre personnel ces éléments-là? Voilà. En tout cas, c'est simplement de dire que le télétravail n'est pas mauvais en soi. C'est le travail subi sur la durée, dans de mauvaises conditions et pas pris en compte globalement par l'entreprise. Voilà. Même si on fait les meilleurs efforts quand on est en télétravail, si l'entreprise ne gère pas les interfaces, les interactions correctement, à un moment donné, on va se faire avaler, entre guillemets, par le système globalement. Oui, et là, on a vraiment l'opportunité de se réemparer de ces sujets de manière proactive, constructive pour le long terme. Le télétravail équilibré, etc., la réorganisation du travail. Et je crois que ça vient sur ce qu'on va évoquer en conclusion, quoi. Comment on voit l'avenir et quels seraient les conseils sur la manière dont on va aborder sa démarche de santé des salariés ou de qualité de vie au travail. Exactement. D'ailleurs, pour finir cet échange, l'idée était de partager quelques retours d'expérience, un peu sur la bonne approche, on va dire ça comme ça, de faire. En tout cas, eu des choses qui fonctionnent, des principes souvent, on va dire, battus du bon sens, qui sont bonnes à rappeler ici. Il y avait un premier point qui assez connu dans tout ce qui est qualité au travail, c'est la prévention. Voilà. Plutôt que le curatif qui est trop tard. Tu en parlais en filigrane tout à l'heure. Ouais, mais nous, ce qu'on voyait, c'est vous avez pour schématiser, des entreprises qui investissaient beaucoup d'argent pour mettre en place des lignes d'écoute psychologiques avec très peu en fait d'usage. Mais une fois que le problème était, on va dire, mûr et c'était concrétisé, alors que peut-être qu'en amont, avoir formé les managers sur la détection des signaux faibles de la détresse psychologique à distance, ou mettre en place des ateliers de respiration, de yoga sur chaise, etc., c'est dans une continuité. Et ça doit être des interlocuteurs coordonnés. Il n'y a pas la médecine du travail d'un côté, la communication interne qui fait 3 ateliers pour la semaine de la QVT, le RH qui essaie de se battre pour ses initiatives. On va vers du global et donc du multidisciplinaire. Oui, c'est ce que tu évoquais, c'est à la fois de le traiter globalement en faisant pas que du curatif. Et on l'a vu c'était nécessaire sur la détresse psychologique. Il y a des moments où c'était vraiment que du curatif, parce que c'était là, il fallait le traiter. Mais c'est aussi de pouvoir embarquer pas que les spécialistes de la QVT. Ça devient une affaire de tous. Et je pense qu'on l'a pas mal évoqué. C'est au niveau des équipes et des individus. C'est-à-dire comment mon manager va m'imposer quelque part, vouloir m'imposer des choses par rapport au temps de travail, au temps de trajet économisé qu'on évoquait. Il y a des managers qui vont dire, écoute, c'est tant mieux, repose-toi, profite, fais du sport, pense à tes enfants, etc. Plutôt que de dire, tiens, on va se faire une petite réunion 1/2 heure plus tôt, puisque finalement, on a gagné temps de trajet. Donc ça, c'est vraiment important de faire en sorte que ce soit l'affaire de tous, et en particulier au niveau des équipes. Ouais, et déjà, ça doit partir de la direction pour que ça soit authentique. Mais là, on trouve un écho dans les directions, donc c'est le moment ou jamais. Mais effectivement, c'est aussi le responsable de formation
et les ressources humaines ont plutôt le rôle de cornaquer, de coordonner ces initiatives sur des équipes à géométrie variable, où on va prendre aussi des volontaires parmi les salariés, etc., qui vont participer à l'édification de cette qualité de vie au travail. Et c'est vrai que par rapport à une organisation plus globale et par rapport à cette dimension de temps et cette dimension mesure est importante, c'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, les baromètres, la prise de pouls, comme on dit, hein, c'est comme voilà, prendre son pouls physiquement, c'est des choses qui comptent par rapport à la détection de problèmes avant-coureurs et d'être justement en mode réaction avant que ça soit trop tard. Et ça, c'est des éléments qui sont importants et qui vont aussi irriguer la collaboration entre les personnes. Ça permet, par exemple, de détecter peut-être des parties dans l'organisation où les gens le font peut-être mieux. Ils sont à peu près sur les mêmes métiers, sur les mêmes activités, les mêmes contraintes, mais il se passe quelque chose de spécial. Et donc, nous, on a vu sur la durée la détection et le partage de bonnes pratiques par les managers eux-mêmes qui avaient peut-être mieux géré, mieux su, plus à l'aise avec cette nouvelle donne. Et donc ça, c'est des choses positives à valoriser. C'est pas simplement, comme tu disais, l'affaire de spécialistes. Il faut valoriser les managers qui sont peut-être un peu plus empathiques, qui savent prendre en compte ces sujets-là et quelque part les valoriser auprès de leurs pairs. Bah ouais, la mesure et le recueil de KPIs, ça ancre la démarche QVT dans du sérieux. Sinon, en fait, elle ne sera jamais prise au sérieux. Donc, il faut pouvoir aller revoir son codir pour orienter les actions par rapport à ce qui émane du ressenti des salariés, pour pouvoir aussi mesurer l'impact des actions et rentrer dans une démarche vertueuse, itérative, où en observant les résultats de manière régulière, ou comme vous le permettez vous en continu, en fait, en suivant le pouls des salariés, pouvoir faire du fine-tuning, adapter, ajuster au fil de l'eau sa démarche de prévention santé et de qualité de vie au travail. Mais clairement, vas-y. On améliore que ce que l'on mesure. Donc, si on n'est pas sur du chiffré, de l'objectivé, on va parler dans le vent, et les chiffres, c'est la meilleure manière de réunir sur un langage commun le CSE, le responsable formation, la médecine du travail, les RH, la direction, pour parler, objectiver la démarche globale. Mesurer et agir, on va dire faire notamment des conversations. Une des choses qui a particulièrement eu du succès, qui est vraiment une bonne pratique que je partage avec vous dans l'usage de Zest, c'est que les entreprises ont dit parce que faire de la mesure peut avoir un risque, c'est que ça devient simplement une espèce de baromètre, tableau de bord, et puis voilà, on monitore ça, mais on agit finalement peut-être pas suffisamment en avant, et ça ne descend pas suffisamment localement. C'est le fait de créer des rituels, notamment de conversations plus régulières entre le manager et le collaborateur, ce qu'on appelle les points réguliers, les one-to-one, voilà, vous pouvez les appeler de différentes façons. Et c'est vrai que ça s'est multiplié du fait de la distanciation, notamment, ou de la situation particulièrement stressante. Et dans la trame que vous allez faire, eh bien, par exemple, ne parlez pas que des objectifs, il faut en parler du plan d'action, etc. Mais parlez aussi du ressenti du collaborateur. Et ça fait partie du monitoring qui va alimenter cette conversation en responsabilisant les acteurs de proximité et pas seulement, on va dire, dans la tour de contrôle, on va dire ça. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un élément. Et puis pour finir, un autre, ça c'est un quick win, ça fait partie des quick wins qui sont rapidement déployables, hein. Il suffit de quelques heures pour déployer un nouveau rituel de ce type-là. Mais tu en as cité déjà quelques-uns, c'est aussi du concret qu'il faut pouvoir accompagner. On parlait du temps de trajet. Eh ben, quelle est la position de l'entreprise par rapport au temps de trajet et comment peut-être investir ce temps dégagé sur des choses qui sont bénéfiques, à la fois bien entendu pour le collaborateur, mais aussi pour l'entreprise. Voilà, ça fait partie des choses qui sont assez simples à faire, peut-être courageuses dans certains cas, mais qui sont très très simples à faire et qui aura un impact très très important. Est-ce que comment tu vois ça, toi, ce côté un petit peu plan d'action, mise en mouvement de l'organisation? Ce qui est important, c'est qu'une fois nous on appelle ça passer de l'évaluation à l'action sans friction. Pas créer de la frustration de la part des salariés. Bon, très bien, on a fait une évaluation. Là, faut mettre les choses en œuvre. C'est peut-être le défaut le plus courant de ce qu'on appelait les plans de prévention des risques. C'est que c'était juste une obligation légale qui restait sur Excel dans un fichier. Et là, on peut s'en emparer
pour en faire quelque chose d'actif, de réel. Commencer petit par les choses évidentes, partager les choses. On a dit tout à l'heure peut-être le deuxième écran, la formation des managers sur le management à distance ou sur les équiper sur une sensibilité, on va dire à la psychologie, à la gestion du stress. Ça, vous faites une demi-journée de formation, 3h30. Vous faites 10 journées, vous avez 5 journées, 10 demi-journées, vous avez formé 100 managers, vous touchez derrière 1000 collaborateurs. Alors ça peut être un quick win ou en tout cas, il y a un effet démultiplicateur important. Après, comme tu l'évoquais aussi, que l'entreprise ait sa position sur le temps de travail, sur le travail à distance, c'est peut-être l'occasion. C'est un semi-quick win, ça va demander quand même du travail, mais de faire une charte télétravail pour dire OK, je m'engage pour l'avenir et je reprends le taureau par les cornes pour montrer la direction que je veux imprimer à la qualité de vie au travail dans les années à venir. J'espère que, enfin, bon, on a quelques contraintes, quelques exercices obligatoires par rapport au télétravail. J'espère que dans les entreprises, on va parler peut-être de l'évolution de la façon de travailler. Toi, plutôt que de dire on va définir le télétravail et juste le télétravail, parce que finalement c'est un tout, c'est un monde qui est hybride, on l'a vu, qui est de plus en plus poreux, et donc quelque part c'est du bon management. Voilà, au-delà d'un certain nombre de contraintes très particulières, très physiques presque, c'est avant tout de l'évolution du management. Est-ce que je suis en posture micro-management, commande-contrôle? Est-ce que je mets de l'empathie? Est-ce que je mets du manager coach? Est-ce que je crée une régularité dans l'échange? Enfin, tout ça, ça fait partie des choses qui sont vraies à la fois au bureau et qui, bien entendu, prennent un accent particulier en termes d'importance sur les situations de distance. Et donc, exactement, c'est une opportunité d'aborder aussi les sujets managériaux, et la QVT et la SQVT a vraiment acquis, entre guillemets, une espèce de crédibilité par rapport aux conséquences de la crise qui est bonne à prendre. Après, il faut voir comment effectivement ça se mobilise, et les conseils un petit peu de pratiques qu'on évoquait sont là aussi pour vous guider. Voilà, je suis déjà désolé, mais on a atteint notre temps maximum. Je ne sais pas si vous avez des questions qui vous brûlent les claviers, donc n'hésitez pas à nous les poser si on ne les avait pas abordées. Et on voit bien qu'il y a, moi, dans les échanges que j'ai vus, il y a un sujet qui est sur par rapport au télétravail, qui est ce fameux temps de trajet, que je trouve est un élément important qui a été évoqué. Ça serait intéressant de voir concrètement ce qui est fait chez vous. La deuxième chose qu'on a évoquée grâce à toi, Damien, c'est des choses liées à la posture physique et à la relation physique qu'on a avec son environnement de travail, comme au bon vieux temps dans les sites secondaires de production. Et là, ça touche tout le monde, y compris les professions intellectuelles, comme on dit, tertiaires. Et donc ça, c'est un deuxième sujet important. Et puis le troisième sujet que j'ai retenu, c'est que ça devient, c'est encore et presque surtout un sujet de management, pas qu'un sujet de médecin, entre guillemets, ou d'expert, puisque on a vu que ça avait des conséquences très très directes sur la performance. Mais au-delà de ça, le manager impacte énormément et peut faire évoluer ces choses-là directement. Donc, oui, n'hésitez pas. Ouais, vas-y. Moi, je trouve un élément marquant, puisqu'on parlait de santé, c'était que peut-être que dans une vision traditionnelle, on opposait de manière binaire la maladie à la santé. Donc, tu es sur du 0-100. Là où on s'est aperçu, en fait, qu'il y a plein de degrés, une gradation de 0 à 100. Et bien, il y a des salariés qui sont à 10, à 20, à 43. Et en fait, de faire grimper, on passe pas du malade au sain ou du sain au malade. Il y a plein de petits degrés. Et faire grimper les salariés de 5 points sur cette échelle, ça peut avoir un impact fondamental. Ça peut éviter le burn-out, ça peut limiter la fatigue, ça peut avoir plein de ramifications positives sur la santé individuelle et la performance collective qui sont liées. Et sans être cynique, en fait, c'est vraiment c'est du gagnant-gagnant. Et se dire oui, je l'aborde, mais effectivement, en tant qu'entreprise, j'ai intérêt économique, mais effectivement, tout le monde derrière va en bénéficier. Donc, on a l'opportunité de porter ces sujets tous ensemble.
En tout cas, enfin, et vraiment, merci à tous pour votre participation. On a une question qui est comment on implique davantage les. Est-ce que tu as un conseil, tiens, pour dire, c'est un peu l'élévateur pitch, hein, les fameux 30 secondes qu'on peut avoir dans un ascenseur avec son big boss pour voilà, aider à le convaincre de l'importance du bien-être de ses salariés. Qu'est-ce que ça serait quoi ton pitch à toi pour aider ceux qui le demandent? Alors j'avais l'impression que on n'avait plus besoin de faire le pitch quasiment parce qu'on s'est aperçu, en fait là on mesure l'absentéisme, on regarde un peu les chiffres et on voit le nombre de burn-out si on est dans un grand groupe et ça parle tout de suite. Mais je pense qu'aller chercher deux trois chiffres effectivement sur la prépondérance des burn-out, de l'absentéisme. On a vu des entreprises qui étaient très en avance sur ces sujets, des entreprises californiennes dans le logiciel, etc., qui avaient une qualité de vie au travail extraordinaire. Et oui, et qui se sont aperçus que si on n'était pas proactif, là aussi, on pouvait avoir de la fatigue et du burn-out en temps de crise. Et elles se sont emparées de ce sujet. Donc, je pense que le lien, il est devenu évident. Oui, il y a certainement des C'était chiffres. peut-être pas un super elevator pitch. Non, non, mais il y a certainement des chiffres qui existent, qui ont augmenté, hein, ce que tu disais, les KPI. Et puis il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est souvent ces personnes-là qui avaient une définition entre guillemets presque contractuelle ou réglementaire de ça, l'ont vécu eux-mêmes. Voilà. Et même si c'est souvent dans des conditions plus confortables, ils ont vécu auprès d'eux voilà, des situations voilà, et donc il y a un côté personnel, un tutu personnel qui est certainement quelque chose qui était beaucoup plus compliqué à avoir. En plus, effectivement, des éléments factuels sur l'augmentation de l'absentéisme dans l'entreprise, la baisse de productivité, qui ont certainement sur ces KPI évolué ces derniers temps et qui vont encore évoluer. Voilà, je vous remercie vraiment tous et toutes pour cette voilà, participation. C'était très interactif et il y avait vraiment des personnes d'endroits très très différents. Donc c'était sympa. On a un peu voyagé avec vous. On est sorti de nos bureaux. Merci Damien pour cet échange concernant un sujet qui t'occupe professionnellement beaucoup, hein, que tu as fait, dont tu as choisi, qui est la santé au travail dans les entreprises. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Je dirais que voilà, on a eu cette crise par rapport à laquelle on a dû réagir dans l'urgence de manière rapide et les choses se sont mises en place peu à peu. Voilà, faut pas lâcher du lest. Là, on a l'opportunité au moment du retour à la normale de faire passer ces sujets, vraiment de les intégrer dans le cœur du réacteur, dans l'ADN de nos entreprises. Et je pense que c'est le moment. On a une occasion à saisir au niveau collectif comme au niveau individuel. Donc, profitons-en et poussons ces beaux sujets vertueux pour tous. Super, belle conclusion et je renforcerai en disant que c'est une opportunité pour peut-être embarquer des managers de proximité qui ont un peu de mal avec ces situations parce que c'est eux les premiers qui gèrent les situations de burn-out, d'absentéisme, de démotivation et donc vous qui êtes des responsables de la QVT ou qui voulez faire que ce sujet se propage, eh ben, n'hésitez pas à essayer de mettre en place, d'identifier des champions qui mettent en place des choses dans leurs équipes ou d'équiper, on va dire, l'ensemble de ces managers avec des informations, des mesures, comme on l'évoquait, et des rituels qui vont les aider, et des pratiques, et des petits conseils et des formations pédagogiques comme Goldmap vous le proposez. À très bientôt, merci à tous, et donc prochain rendez-vous, on traitera très certainement d'autres sujets sur ces webinaires. Goldmap a un site avec un blog où il y a des articles très intéressants. Il y en a un qui est super sur le télétravail où tout est détaillé sur tout ce qu'on a évoqué. Je vous invite vraiment à le lire. D'ailleurs, Damien, si tu veux le partager dans le chat, n'hésite pas.
Hop, N'hésite je pas. mettrai. Et donc, n'hésitez pas aussi à utiliser, à aller voir les contenus de Zest qui traiteront plus globalement de l'engagement notamment et de l'évolution du management. Il y a des exemples très intéressants. Voilà, si vraiment l'évolution du manager, voilà, un peu empathique, vous intéresse, il y a aussi matière à voir là-dessus. J'ai fait un webinar, je crois, il y a 3-4 semaines sur le management en télétravail, où on abordait ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à les replays sont faits pour ça. Les prochaines thématiques qu'on va aborder dans ces webinars ZES, on va aborder les enquêtes employées annuelles voilà, qui définitivement doivent laisser la place à des systèmes d'écoute beaucoup plus globaux et réguliers, mais adaptés. On va approfondir ce sujet. On va parler des entretiens annuels et des nouveaux outils pour équiper les processus RH qui deviennent de plus en plus des processus de management des entreprises et des équipes. Merci à vous tous et toutes. Et puis, bon courage pour ceux qui, effectivement, ont des situations difficiles. Et voilà, on espère que ces quelques conseils et partages d'expérience ont pu vous aider. Et écoutez, pourvu que la santé de vos salariés augmente et profite de cette vague, on va dire, d'intérêt par rapport à cette thématique qui est brûlante et forte, avec des raisons très, très importantes. Merci. Au revoir à tous. Merci David, merci à tous. Merci Damien.